Bonjour à tous. L'extrait que nous allons étudier aujourd'hui vient du chapitre 33 de Gargantua, roman de François Rabelais, écrit à la Renaissance, marqué par l'humanisme et l'évangélisme de son auteur, qui, comme humaniste, et donc comme beaucoup d'autres à son époque, dénonce la guerre. Ici, justement, dans le chapitre 33, nous sommes au début de la guerre entre Picrocole et Grangousier, les deux rois. Et alors que Grangousier a essayé de négocier avec Picrocole pour éviter cette guerre en envoyant des fouasses à Picrocole, Picrocole, juste avant notre passage, a pris les fouasses offertes par Grangousier, mais n'a pas renoncé à la guerre pour autant. Je vais à présent lire le texte. Les fouasses détroussées comparurent devant Picrocole, le duc de Menuail, le comte Spadassin, le capitaine Merdaille, et ils lui dirent : Sire, aujourd'hui nous vous rendons le plus heureux, le plus chevaleureux prince qui exista jamais depuis la mort d'Alexandre de Macédoine. Couvrez, couvrez-vous, dit Picrocole. Grand merci, sire, dirent-ils. Nous accomplissons notre devoir, voilà le moyen. Vous laisserez ici quelques capitaines en garnison avec une petite bande de gens pour garder la place qui nous semble assez forte, tant par nature que par les remparts faits selon votre invention. Vous séparerez votre armée en deux comme vous l'entendez bien. Une partie ira se ruer sur ce Grangousier et ses gens, et il sera facilement déconfit au premier assaut. Là, vous récupérerez de l'argent à tas, car le vilain a du comptant. Vilain, disons-nous, parce que noble prince n'a pas un sou, thésaurisé et fait de vilain. Nous verrons comment le caractère belliqueux des conseillers de Picrocole les conduit à dessiner les plans d'une conquête démesurée et ridicule. Et nous étudierons le texte selon 4 mouvements. Le premier consistant à présenter les conseillers jusqu'à nous accomplissons notre devoir. Puis à partir de voilà le moyen jusqu'à la fin du paragraphe, les conseillers expliquent comment conserver la Roche-Clermault. Dans le paragraphe suivant, nous avons la mission de la première partie de l'armée, qui est de battre Grangousier. Et enfin, dans les 3 derniers paragraphes, nous avons la mission de la deuxième partie de l'armée, qui est de commencer à conquérir le monde. Les fouasses détroussées comparurent devant Picrocole, le duc de Menuail, le comte Spadassin, le capitaine Merdaille, et ils lui dirent : Nous constatons dès le départ que les conseillers sont caractérisés par leur caractère belliqueux et grossier, vulgaire. De fait, le nom Menuail et celui de Merdaille font référence à l'adjectif menu, petit, de faible importance, et au nom merde. Donc, tous deux expriment le peu de valeur de ces deux conseillers, duc et capitaine. Nous pouvons ajouter que le nom du capitaine Merdaille a aussi un lien avec le carnavalesque, que nous retrouvons souvent chez Rabelais, puisque en faisant déchoir ce capitaine conseiller d'un roi jusqu'au bas corporel avec son nom, Merdaille, nous retrouvons le renversement du haut et du bas, du noble. Le noble devient merde, comme nous le retrouvons souvent dans le carnavalesque. Et nous constatons aussi que le comte Spadassin, lui, se caractérise par son caractère bagarreur, aimant la guerre, puisque spada en italien voulait dire épée. Et Rabelais a donc créé ce néologisme Spadassin que nous utilisons encore. Et ces conseillers sont dès le départ dans l'emphase, puisque nous voyons qu'ils se présentent avec beaucoup de déférence, de politesse, presque de flagornerie vis-à-vis de leur roi, avec l'apostrophe sire. On voit qu'ils se sont couverts, donc ils se sont découverts, ils ont enlevé leur chapeau en faisant la révérence. Et puis nous constatons qu'ils veulent flatter leur roi en le comparant à Alexandre le Grand, grand conquérant de l'Antiquité. Ils le flattent, mais ils montrent aussi qu'ils sont de précieux conseillers, puisqu'ils veulent le rendre le plus heureux, le plus chevaleureux prince, qui exista jamais depuis la mort d'Alexandre de Macédoine. Les deux superlatifs montrent leurs ambitions. Et d'ailleurs, ils considèrent ça, ils le disent, comme notre devoir.
Ici, nous voyons qu'il y a une critique de la part de Rabelais, puisque le devoir de bon conseiller d'un roi n'est pas le bonheur du roi, mais le bon état du royaume, en fait. Et nous pouvons penser donc à ce genre qui était en vogue à l'époque de Rabelais, du miroir des princes, qui était un genre de livre et pour l'éducation des princes. Ce qui correspond très bien ici à Gargantua de Rabelais, qui donne des conseils, en l'occurrence à François Ier, et ici sur le choix des conseillers. De bons conseillers ne sont pas ceux qui placent en haut de leur devoir le bonheur, le bien-être de leur roi, mais celui du royaume. Et il dirige le roi. Picrochole réagit, est impulsif, colérique, mais finalement il est un peu, on le voit, manipulé par ses conseillers qui le poussent à l'action et qui sont ceux qui vont lui donner ses rêves de grandeur. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin Gargantua va les punir alors qu'il ne punit pas les soldats. Donc on le voit avec la première phrase, voilà le moyen, très brève, très brève et averbale, c'est-à-dire sans verbe, qui donc lance une explication à suivre. C'est presque une injonction. Enfin en tout cas ça montre beaucoup d'assurance. Et nous voyons aussi leur assurance dans le fait que pour une place forte, la Roche-Clermault qu'ils viennent de prendre, donc il ne s'est pas montré imprenable, il considère qu'il suffit de laisser quelques capitaines avec une petite bande de gens. Les deux adjectifs, quelques et petite, soulignant la médiocrité des moyens de garder cette place forte. Donc ils sont très sûrs d'eux. Et nous voyons qu'ils sont sûrs d'eux parce qu'ils considèrent que cette place forte est forte justement par nature, donc sans doute par l'emplacement, mais aussi par les remparts. Et là on voit qu'ils flattent leur roi, puisqu'ils disent « fait selon votre invention ». Or, cette place forte vient d'être prise par Picrochole. Il ne peut donc pas avoir fait les remparts. Ce serait soit un gouverneur de la Roche-Clermault, un ancien gouverneur, soit Grand Gousier ou un ancêtre de Grand Gousier, mais pas Picrochole. Et ils lui font croire qu'il a la possibilité de décider en partie, puisqu'ils lui disent qu'il séparera l'armée en deux, mais comme vous l'entendez bien, donc ils disent qu'il faut séparer l'armée en deux, mais c'est à lui que revient la possibilité de voir comment il la sépare en deux. À partir du moment où elle est séparée en deux, en réalité la marge de manœuvre est faible. Et l'adverbe bien laisse entendre à Picrochole qu'il a la capacité à bien décider de cette séparation, de cette organisation, qui pourtant lui a été soufflée par ses conseillers. Et dans le troisième mouvement, nous arrivons à la mission de la première partie de l'armée, qui est de battre Grand Gousier. Une partie ira se ruer sur ce Grand Gousier et ses gens. Et nous voyons ici qu'il est la grande assurance de ses conseillers, à nouveau, puisque nous avons le futur de l'indicatif qui va rythmer ce passage et qui montre qu'ils se projettent dans un avenir qui leur semble sûr. De plus, ils ne semblent pas considérer Grand Gousier comme un ennemi inquiétant, puisqu'ils utilisent l'adverbe facilement, le complément circonstanciel de moyens au premier assaut, qui laisse entendre qu'en très peu de temps et avec peu d'efforts, Grand Gousier sera battu. Ils justifient aussi cette attaque par un syllogisme très fallacieux, puisque quand ils disent « le vilain a du content, vilain disons-nous parce que noble prince n'a pas un sou, thésaurisé et fait de vilain », ici, il formule une forme de règle logique. Un vilain est riche parce qu'il thésaurise. Or, Grand Gousier est riche, donc Grand Gousier est un vilain, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas noble. Nous pouvons le formuler différemment. Un noble n'est pas riche. Or, un noble prince n'est pas riche. Or, Grand Gousier est riche. Donc, Grand Gousier n'est pas un noble prince. Ce qui justifie le fait que Picrochole l'attaque. Picrochole, lui, qui va être désigné, nous le verrons, comme conquérant. Et nous arrivons au troisième mouvement avec la deuxième partie de l'armée, qui elle est envoyée conquérir le monde. Et nous le voyons avec l'énumération de lieux qui donne l'impression justement qu'ils envahissent la terre entière. Alors pour l'instant c'est seulement le sud-ouest de la France. L'Aunis, la Saintonge, l'Angoumois et la Gascogne, ensemble le Périgord et le Médoc et les Landes. Alors le mouvement, si on le dresse sur une carte, est assez désordonné et complètement incohérent. On a ici affaire à des conseillers
qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne connaissent même pas la géographie des lieux qu'ils veulent envahir. Et nous voyons aussi leur assurance, toujours avec le futur, mais aussi le complément circonstanciel de manière, sans résistance, la gradation villes, châteaux et forteresses qui va du plus simple au plus difficile à prendre, et aussi cette folie des grandeurs, cette hyperbole dans la conquête, avec la répétition de tout, du déterminant tout, tous les navires, tous les lieux maritimes. Ce qui est légitime pour eux, puisque Grand Gousier est considéré et présenté, en tout cas pour le flatter surtout, comme un conquérant, ce qui l'oppose à... c'est pas Grand Gousier, pardon, c'est Picrocolle qui est présenté comme un conquérant, ce qui l'oppose à Grand Gousier, le vilain, et aussi à ses autres ennemis qui sont les Espagnols juste après. Avec la négation restrictive, ce ne sont que des rustres. Donc les Espagnols sont tous des rustres. Grand Gousier est un vilain, mais Picrocolle est un conquérant. Il est donc entouré de personnes qui n'ont pas sa valeur, qu'il peut légitimement conquérir. Et nous arrivons enfin au passage du détroit de Gibraltar, appelé ici le détroit de la Sibylle, avec aussi la référence aux colonnes d'Hercule, autre nom pour le détroit de Gibraltar. Et le verbe passer, qui est répété 2 fois, vous passerez par le détroit de la Sibylle, passer la mer Picrocolline, fait référence à la devise de Charles Quint qui signifiait passer outre. Et ici, il y a bien une critique de l'impérialisme de Charles Quint qui est présenté ici comme voulant conquérir le monde. Et nous rappelons que Charles Quint était l'ennemi de François Ier, qui l'avait battu à Pavie, en l'occurrence, environ 10 ans avant. Nous voyons ici à nouveau la démesure de cette rêverie de conquête, puisque tout d'un coup Picrocolle est présenté comme celui qui va ériger des colonnes plus magnifiques que celles d'Hercule, avec le comparatif de supériorité plus magnifique que celle d'Hercule, qui le place au-dessus d'un demi-dieu, Hercule. Demi-dieu en plus qui, pour les Romains, avait une valeur pacificatrice en tuant les monstres. Picrocolle, lui, est le monstre qui ravage la contrée, et ce n'est pas lui qui a une valeur pacificatrice. Cette comparaison est complètement erronée. Et nous voyons même qu'il a des prétentions d'immortalité par son nom, puisque les colonnes sont à la mémoire de son nom, et mémoire perpétuelle, comme le montre l'adjectif, et qu'en plus, après le détroit, la mer, qui est la mer Méditerranée, sera nommée la mer Picrocolline. Donc, on rebaptise la mer, ce qui montre à nouveau cette folie des grandeurs. Et enfin, nous voyons ici qu'ils s'emballent, ces conseillers, dans ce rêve, puisque tout d'un coup, on passe au présent, et même à ce qui est achevé, presque passé, puisque nous avons le participe passé, passer la mer Picrocolline. Ça y est, ils ont déjà effectué ce qui vient d'être raconté, on le voit avec le participe passé. La mer a déjà été rebaptisée mer Picrocolline, et à présent, nous avons sous nos yeux, avec le présent, Barberousse, grand guerrier, qui se rend votre esclave. Donc là aussi, même les grands guerriers ne peuvent pas lui résister. Nous voyons ici que Picrocolle est poussé à cette folie des grandeurs par ses conseillers, et donc il y a bien ici une critique de ce caractère belliqueux qui pousse Picrocolle à des rêves démesurés et ridicules par cette démesure. Nous pouvons penser aussi à un autre tyran de Rabelais, dans Pantagruel, qui est le roi Anarque, défait par le fils de Gargantua, Pantagruel.